Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela faisait un petit moment déjà que nous n'avions plus parlé d'Hogwarts Legacy et des personnages qui composent cet univers, certes un peu distinct de celui de Harry Potter et des Animaux Fantastiques, mais qui aura eu le mérite de faire découvrir le monde magique de J.K. Rowling d'une manière assez différente à celle des livres ou des films, mais d'une manière qu'il faut bien remarquer comme étant quand même sacrément marquante et globalement réussie. Hogwarts Legacy, vous le savez, aura été un énorme carton, bien plus qu'attendu d'ailleurs. Malgré quelques difficultés dont on se rappelle dans le processus de création du jeu, ainsi que quelques défauts dans l'intrigue, Hogwarts Legacy aura quand même eu de très nombreux mérites, tant par l'extraordinaire beauté, il faut bien le reconnaître, des décors et des environs de Poudlard, que par le détail apporté à certains personnages et à leur histoire. Alors, bien que l'immense majorité des personnages ne trouvent aucune existence réelle dans le monde magique de J.K. Rowling, comme c'est le cas par exemple de Mathilda Weasley, ou encore même de la majorité d'ailleurs des enseignants dont nous ne trouvons aucune trace nulle part dans les écrits et notes que J.K. Rowling a pu laisser en plus des romans, cela ne veut pas dire que les personnages sont inintéressants, pour autant bien au contraire. Et c'est pour cela aussi que nous avons fait le choix depuis un petit moment de traiter tout de même de l'histoire et du développement de ces personnages qui ont parfois une histoire évidemment intéressante à raconter. Nous avions déjà eu l'occasion de le faire justement avec Mathilda Weasley ou encore avec Ominis Gaunt et nous avons décidé de poursuivre un peu cette exploration en nous attaquant cette fois-ci à l'un des personnages que nous avons le plus apprécié dans l'histoire d'Hogwarts Legacy, même si son arrivée dans l'histoire du personnage principal nous semble malheureusement un peu tardive compte tenu de l'intérêt pourtant que présente son histoire. Vous le savez, c'est parfois l'un des reproches que nous faisons le plus à Hogwarts Legacy. C'est qu'on nous avait vendu une aventure qui se déroulerait avec de véritables compagnons de voyage, à savoir Nat Sion-Nai, Sébastien Palo et la fameuse Poppy Sweeting. En l'occurrence, ces trois personnages nous permettaient de résoudre des quêtes secondaires qui venaient d'ailleurs assez rarement nourrir la quête principale, et nous n'avons pas vraiment retrouvé la dimension d'équipe telle que nous avions pu l'imaginer ou même l'éprouver par exemple dans certaines adaptations en jeux vidéo de Harry Potter, très spontanément. Je pense par exemple à l'adaptation sur PC et je crois aussi sur console de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Sur ces trois personnages, qui avaient fait l'objet pourtant d'une belle promotion durant la campagne de promotion de la sortie de Hogwarts Legacy, nous sommes souvent restés un peu, il faut le reconnaître, sur notre faim, car les interactions étaient relativement rares en dehors des fameuses quêtes secondaires propres à chaque personnage. À aucun moment on a pu, par exemple, voir ce quatuor interagir ensemble. Il est vrai que les problématiques, les ambitions, les histoires et les défis des uns et des autres étaient souvent bien éloignés de la quête principale, mais aussi des ambitions qui pouvaient être celles de notre personnage. En tous les cas, il est vrai que le personnage de Poppy Sweeting, s'il n'est pas le plus présent et ne dispose pas de la quête secondaire la plus excitante qui soit, relève finalement, en réalité, un véritable charme et une douceur très particulière. Et c'est pourquoi nous avons choisi de prendre ce personnage pour donc raconter son histoire dans cette nouvelle vidéo. Le fait de traiter des personnages rencontrés dans Hogwarts Legacy permet aussi à beaucoup d'entre vous de découvrir, on le sait, l'univers du jeu vidéo, car beaucoup n'ont pas eu la chance ou l'envie ou encore même la possibilité de jouer à Hogwarts Legacy. C'est donc parti pour cette nouvelle vidéo, en espérant que ce personnage et son histoire saura autant vous toucher que ce fut le cas pour nous lors de notre découverte de Hogwarts Legacy. La vie de Poppy Sweeting a débuté à la fin du 19e siècle, probablement en 1874 ou 1875, et sa vie avant Poudlard nous est pour le coup bien connue. Au fur et à mesure que notre personnage sympathisera avec Poppy Sweeting, nous allons découvrir son histoire et notamment son enfance, qui fut, on peut le dire, très loin d'être simple et souvent même très douloureuse. On apprend en effet que toute sa prime enfance, c'est-à-dire avant le début de sa scolarisation à Poudlard, fut on ne peut plus complexe et que cela a commencé malheureusement dès sa naissance. En effet, ses parents, qu'ils s'appellent Angus et Violet Sweeting, étaient un couple de braconniers qui avaient pour seule habitude, vous l'aurez compris, de chasser et de vendre illégalement des créatures magiques. On se souvient que la question des créatures magiques est un sujet on ne peut plus complexe et qui a déjà été abordé à plusieurs reprises, aussi bien dans l'œuvre de Harry Potter que dans les Animaux Fantastiques. En l'occurrence, les créatures magiques dans le monde magique de J.K. Rowling furent de tout temps en fait une problématique pour les autorités du monde magique, depuis l'apparition notamment du Code international du secret magique et la stricte séparation des deux mondes.
Ainsi, le ministère de la Magie a généralement eu tendance à créer des zones de refuge pour les créatures magiques, loin de toute vie ou activité humaine, ou alors a tout fait pour assurer leur dissimulation avec plus ou moins de succès et surtout des méthodes qui pouvaient être plus ou moins contestables. Le ministère de la Magie ne pouvant évidemment pas avoir un œil sur toutes les créatures du monde magique, il semble assez évident qu'il était de leur intérêt à ce que les populations de créatures magiques fassent l'objet d'une certaine forme malheureusement de régulation par l'absurde, en laissant aux braconniers par exemple non pas les coulées franches, mais une certaine forme de liberté et de complaisance qui finalement venait arranger globalement à peu près tout le monde. Hogwarts Legacy, notamment par l'intermédiaire de Poppy Sweeting, suit, ou tout du moins précède, si on veut se placer dans un ordre chronologique, un peu l'engagement qui sera celui de Norbert Dragono sur le fait que les créatures magiques doivent faire l'objet d'une protection en particulier et non pas le contraire. On se souvient de cette scène très claire dans Les Crimes de Grindelwald, second volet de la saga des Animaux Fantastiques, au moment du passage de Norbert Dragono au ministère de la Magie, alors que cette institution souhaite le recruter notamment dans la perspective de traquer et d'attraper Croyance Belbos, que nous ne connaissions pas encore sous l'identité d'Aurelius Dumbledore. Et on se souvient en fait du fait que le non-alignement de Norbert Dragono sur les positions qui pouvaient être celles du ministère de la Magie britannique à cette époque-là aura donc été évoqué et que c'est à ce moment-là qu'intervient Grimson dans la réunion, justement un braconnier qui se chargera de faire le sale boulot à la place de Norbert Dragono qui évidemment a beaucoup trop de scrupules et de différences idéologiques avec la ligne que tient le ministère de la Magie. Norbert Dragono s'était offusqué de la présence de cet individu, mais pour le ministère de la Magie, on voit bien qu'il existe quelque chose qui relève en fait de la pratique courante et que ce n'était pas la première fois que les braconneurs pouvaient avoir une porte ouverte dans les institutions politiques du monde de la magie. Hogwarts Legacy vient confirmer évidemment que cette pratique remonte déjà à bien longtemps et donc probablement, comme on vous le disait, jusqu'à la mise en place du Code international du secret magique. Pour en revenir à Poppy Sweeting, c'est donc au sein d'un couple de braconniers qu'elle vient au monde, ce qui n'est déjà probablement pas l'endroit le plus propice sur la planète, il faut bien le reconnaître, pour un bébé. Durant toute son enfance, elle va être élevée dans différents endroits en fonction des camps de braconniers dans lesquels ses parents vont s'installer au fur et à mesure de leur pérégrination. Ce genre de situation n'est évidemment pas facile pour une petite fille qui ne trouve dans ce mode d'éducation absolument aucune satisfaction. Il est vrai que les fréquents déplacements de ses parents, le fait qu'elle change sans cesse d'habitation et de lieu de vie, n'est pas un élément qui facilite l'intégration et la stabilité dont a pourtant besoin forcément un jeune enfant dans ces âges qui sont si importants. J.K. Rowling a passé la quasi-entièreté de son œuvre, et de l'ensemble de son œuvre d'ailleurs, en dehors de Harry Potter, à nous expliquer l'importance de l'enfance dans la détermination des caractères et des histoires des personnages. Pour elle, et elle a totalement raison là-dessus, l'enfance c'est l'âge pivot autour duquel se construit en grande partie les trajectoires de vie et la manière dont elles vont aller plutôt vers le bien ou plutôt vers le mal. En l'occurrence, on a vu que cela pouvait tourner très mal à de nombreuses reprises. Dans le cas de Poppy, on comprend assez rapidement que son enfance n'était absolument pas heureuse, d'une part à cause du mode de vie de ses parents, mais aussi à cause du climat en fait qui règne globalement chez les braconniers. Hogwarts Legacy, comme les crimes de Grindelwald, nous ont permis de voir que les braconniers sont souvent des sorciers qui se comportent avec une très grande cruauté dans la pratique de cette sombre activité qu'on ne voudrait franchement pas pouvoir définir comme étant un métier à part entière. On imagine que très tôt, trop tôt malheureusement, Poppy Sweeting sera confrontée à la cruauté que les braconniers exercent sur les créatures magiques ainsi qu'à la souffrance que ces dernières peuvent ressentir. Cette vision du monde ne convient évidemment pas à un jeune enfant et ne peut franchement rien produire de bon à terme chez cet enfant. Heureusement, son entourage familial ne se limite pas uniquement à ses parents, sans quoi cela aurait pu être une véritable catastrophe, aussi bien pour son développement que pour, on va dire, son équilibre personnel. Elle compte parmi ses proches une grand-mère dont on ne sait d'ailleurs si elle est du côté maternel ou du côté paternel, puisque son nom demeure un véritable mystère. On vous avoue d'ailleurs qu'on s'est pas mal interrogé pendant notre phase de jeu sur le pourquoi de cette identité tenue secrète alors qu'il existe des milliers de noms inventés dans le jeu. Alors, si dans un premier temps nous avions mis cela sur le coup d'un secret bien gardé, pourquoi pas par exemple d'une descendance cachée d'Helga Poufsouffle, nous avons finalement opté pour un simple oubli scénaristique et on a arrêté de se poser 1000 questions sur cette identité secrète, même si c'est vrai qu'elle reste quelque peu bizarre.
La grand-mère de Poppy Sweeting est donc une personne sur qui elle sait pouvoir compter et qui a une vision tout à fait opposée à celle des parents de sa petite fille. Elle nourrit également un intérêt très prononcé pour les créatures du monde magique, mais dans une logique on ne peut plus différente de celle que peuvent avoir les parents de Poppy. En effet, sa grand-mère se rapproche nettement plus de ce que l'on pourrait considérer comme étant une magizoologiste plutôt qu'une braconnière. On sait qu'elle apprécie beaucoup l'étude des créatures magiques, à tout ce qu'elles peuvent apporter, à la manière dont elles évoluent, à leur environnement, à leur nutrition, etc. etc. Bref, vous l'aurez compris, cette personne est quelqu'un qui se montre être particulièrement attentive aux créatures magiques et cherche toujours, si ce n'est à les protéger, en tout cas à absolument ne pas leur faire souffrir du mal ou autre. On ne sait pas exactement si la grand-mère de Poppy Sweeting vivait directement à un moment ou à un autre avec les braconniers ou si les parents de Poppy emmenaient régulièrement leur fille chez sa grand-mère. Ça, pour le coup, c'est pas très clair. Il est plus probable que ça soit cette seconde solution qui soit la plus logique, même si on ne peut pas tout à fait mettre de côté le fait que la grand-mère de Poppy Sweeting ait partagé durant un temps la vie des parents de Poppy et de sa petite fille, mais ça, pour le coup, c'est pas très très clair dans la narration. Auprès de cette grand-mère, on comprend que Poppy Sweeting trouve plus que des éléments de stabilité. Elle trouve une certaine forme de sécurité morale et physique qui lui conviennent beaucoup mieux et qui contribuent évidemment à sa sécurité. Grâce à ces moments heureux, la personnalité de Poppy va peu à peu s'arracher aux perspectives plutôt sombres qui étaient celles qu'elle pouvait avoir jusqu'à présent. L'enfance, c'est un âge propice à l'enchantement, c'est un âge propice aux découvertes, c'est un moment qui est déterminant et particulièrement important, on l'a déjà dit, pour que l'enfant puisse se construire une personnalité, et pour cela, il est vrai aussi que les enfants ont tendance à vouloir suivre ce qu'ils estiment être des exemples, être des modèles. En l'occurrence, pour Poppy Sweeting, il n'y a aucun doute possible, sa grand-mère va très rapidement devenir un modèle, et la petite fille fera tout pour passer le plus de temps possible à son contact. Malheureusement pour Poppy, elle ne semble pas non plus être tout le temps en compagnie de cette référence en fait que devient sa grand-mère. Et forcément, durant cette période, elle vit avec ses parents des moments, si ce n'est douloureux, qui lui font tout de même ressentir un certain malaise et même, on pourrait dire, davantage. Contrairement à d'autres personnages de Harry Potter, Poppy Sweeting n'a bien heureusement pas eu à subir de mauvais traitements physiques, au sens où elle aurait été battue ou maltraitée. Ça, de ce point de vue-là, bien heureusement, rien ne vient nous mettre sur ce genre de piste, Dieu merci. Cependant, au fur et à mesure où elle grandit et prend en maturité, Poppy Sweeting va ressentir que le traitement indirect réservé par ses parents à sa propre personne la met mal à l'aise et presque en danger. La cruauté, le cynisme et le manque global d'humanité qu'ils entretiennent au quotidien vis-à-vis des créatures magiques devient peu à peu une souffrance, ce qui va placer Poppy dans une situation où elle subit en réalité une maltraitance psychologique majeure. Inspirée par le bon et par le beau de tout ce qu'elle a pu on va dire, comprendre et apprendre de sa grand-mère, Poppy Sweeting va petit à petit s'émanciper de ses parents et se rendre compte que l'exemple donné par ses parents, outre le fait qu'il est très loin d'être le bon, va surtout avoir pour conséquence de l'atteindre psychiquement. Elle ne supporte plus du tout la manière dont ses parents agissent, vivent, et comprend très vite qu'aucune discussion de toute façon ne peut avoir lieu avec eux tellement ils sont baignés dans cet univers très particulier qui est celui des braconniers. Alors, voir souffrir des créatures magiques est contraire en fait à tout l'imaginaire et à toutes les valeurs que s'est créé petit à petit Poppy Sweeting comme point de repère. Même si elle ne participe évidemment pas directement aux activités de ses parents en raison de son jeune âge, elle se retrouve bien malgré elle à cautionner en réalité par sa présence ces actes de cruauté qu'elle ne supporte absolument plus. Il faut effectivement imaginer que l'on parle d'une toute jeune fille de moins de 10 ans qui a appris à aimer les créatures du monde magique et qui toute la journée les voit soit maltraités, soit chassés, soit traqués, soit poursuivis, soit enfermés dans des cages, soit revendus, ou si ce n'est pire, évidemment, pour du profit. Aucun être humain normalement constitué ne peut subir ce genre de choses sans en ressortir avec certains traumatismes, et c'est le cas de Poppy qui comprend que pour sa santé psychique et pour sa santé mentale, il est plus que temps de s'arracher de cet environnement familial qui est quand même, pour le coup, très toxique. On ignore la temporalité exacte qui a mené Poppy Sweeting vers la conclusion qu'il n'était absolument plus possible pour elle de rester au contact de ses parents. Ce qui est certain, c'est qu'il faut quand même une sacrée dose de maturité et un sacré courage pour être en capacité de s'arracher par soi-même à cet âge-là à un foyer familial afin de préserver sa propre sécurité.
Alors, ne connaissant pas la temporalité exacte de cette décision, on a du mal à deviner si c'est une décision qui a été prise sur un coup de tête ou au contraire si c'est une décision mûrement réfléchie, même si on peut cependant quand même remonter au fait qui a déclenché la mise en action de son plan, en admettant évidemment que c'était un acte qui était prémédité. On sait qu'un jour, alors qu'elle était avec ses parents, elle a observé les braconniers s'en prendre un hippogriffe. La créature étant invendable pour diverses raisons et ne répondant que très peu à l'autorité de ses ravisseurs, elle était condamnée à mourir, assassinée par ceux qui l'avaient arrachée évidemment à son milieu naturel. Alors, vraisemblablement, Poppy Sweeting avait noué une relation avec les hippogriffes qui conduisait au fait qu'elle ne pouvait pas se résoudre à voir cette créature mourir sous ses yeux sans se battre. Évidemment, Poppy Sweeting n'avait absolument pas les capacités magiques de lutter contre des braconniers à cette époque. A priori, elle ne disposait pas à cet âge-là d'une baguette magique, puisqu'elle n'était pas encore élève à Poudlard, même si nous pouvons nous tromper sur ce point, car deux théories peuvent coexister sur la temporalité exacte de l'événement, mais a priori, on est plutôt là-dedans. Ne disposant donc pas de la puissance magique nécessaire à sauver l'animal par la force, c'est forcément par la ruse qu'elle va réussir cet exploit, alors qu'elle est, faut-il le rappeler, une petite fille. Elle va amadouer l'hippogriffe et s'envoler avec pour rejoindre directement le domicile de sa grand-mère, où d'une part l'hippogriffe sera en sécurité, et d'autre part, parce que c'est maintenant ici qu'elle souhaite désormais s'installer et donc habiter. On ne sait pas pourquoi le sort de cette hippogriffe, elle céleste, a été le déclencheur de la fuite de Poppy Sweeting. C'était peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, l'acte qui va trop loin et qui est insupportable pour une toute jeune fille comme Poppy. À partir de ce moment-là, on comprend qu'elle se place dans une situation de rupture assez évidente vis-à-vis de ses parents et qui va se prolonger jusqu'à ce que nous fassions sa connaissance à Poudlard. Durant le vol qu'elle opère à dos d'hippogriffe, on sait à quel point ces vols peuvent être magnifiques. D'ailleurs, on sait qu'elle observera pour la toute première fois la danse des veaux de lune, autre créature magique que nous ne connaissons évidemment que trop bien. La vue de cette danse prend un sens tout particulier à ses yeux alors qu'elle fait le choix de s'arracher à sa vie de famille pour embrasser une autre vie. Peut-être était-ce en effet un signe du destin. Le fait est que sa vie, en tout cas, a pris désormais un tour on ne peut plus radical et qu'elle se dirige désormais vers une nouvelle étape de son existence où elle n'aura plus à souffrir des comportements de ses parents et d'un mode de vie qui n'était absolument plus du tout en corrélation ni avec ses valeurs, ni avec ses aspirations, ni avec ses ambitions. On imagine que ses parents ont accueilli plutôt fraîchement la nouvelle pour ne pas dire davantage. Mais en l'occurrence, ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour s'y opposer, et pour être tout à fait honnête, nous n'avons jamais eu le sentiment que Poppy ait reçu un amour si fort qu'il aurait pu constituer quand même une sorte de lien essentiel la retenant auprès d'eux. Alors, on ne dit pas qu'elle n'était pas aimée par ses parents, mais il est possible qu'en effet, il n'ait jamais considéré Poppy à la hauteur de ce que n'importe quel enfant peut mériter lorsque l'on parle d'amour parental. En l'occurrence, on a vraiment le sentiment que si la famille existait sur le papier, c'était à peu près tout et qu'il ne fallait pas en attendre réellement davantage. Postérieurement à son 11e anniversaire, Poppy Sweeting, évidemment, fait son entrée à Poudlard et est assez logiquement répartie au sein de la maison Poussoufle. Alors, on ne sait pas vraiment si c'était d'ailleurs écrit d'avance, dans le sens où on ne sait pas dans quelle maison avaient été répartis ses parents ou sa grand-mère. Ce qui est certain, c'est que son attrait pour les créatures magiques et sa disposition d'esprit en faisaient une candidate franchement presque naturelle, même parfaite pour rejoindre la maison Poussoufle. Alors, on pourrait se dire que c'est un brin caricatural de toujours placer les amoureux des créatures magiques dans la maison Poussoufle, comme ce fut le cas par exemple pour Norbert Dragono lors de son passage à Poudlard. Et c'est vrai que c'est un peu caricatural quelque part, mais c'est aussi ainsi que l'on arrive à mieux comprendre certaines sensibilités pouvant exister entre les maisons, et c'est quand même important de le montrer. Les premières années de la vie de Poppy Sweeting à Poudlard n'ont pas fait l'objet d'une quelconque documentation par les développeurs du jeu vidéo. Si on revient bien sûr sur sa prime enfance avant son entrée à Poudlard, ces 4 premières années demeurent pour le coup un mystère, à l'instar de ce qui s'est passé pour les autres personnages, mis à part peut-être pour Sébastien et Anne Palo. On est donc un peu réduit au stade des suppositions, ce qui n'est pas une problématique particulière, en soi c'est même pas du tout un sujet, dans la mesure où on ne pense pas véritablement se tromper en disant globalement que ces 4 premières années furent à la fois source de très nombreux moments d'émerveillement, mais aussi d'une liberté retrouvée loin du cadre des braconniers et de ce mode de vie qu'elle a tant combattu durant des années. Alors, évidemment, dans la vie, rien n'est tout à fait idyllique, on le sait aussi, forcément, le caractère très particulier qui est celui de Poppy Sweeting n'est pas de nature à lui créer des ennemis, mais on peut avoir tendance aussi à penser que parfois elle a pu
peut-être se sentir et s'isoler un petit peu malgré elle, car un peu renfermée dans son monde peuplé évidemment de créatures magiques, avec qui on le sait, elle passera beaucoup de temps, et notamment avec Elle Céleste, qui semble l'avoir rejoint à Poudlard à un moment ou un autre de son histoire. Dans notre expérience de jeu, quand nous avons fait la rencontre de Poppy Sweeting, ce qui nous a tout de suite sauté aux yeux, c'est la différence qu'elle pouvait avoir, même physiquement, le doublage y faisant aussi peut-être beaucoup, avec les autres élèves de 5e année, à tel point que nous aurions presque pu croire avoir en face de nous une jeune fille de 12 ou 13 ans et non véritablement une adolescente de 15 ans, malgré la grande maturité parfois de son propos. Il est vrai que nous avions tendance à l'imaginer plus jeune que notre personnage, il en fut d'ailleurs de même pour Anne Palot, qui pourtant avait par définition le même âge que son frère Sébastien. La rencontre de notre personnage avec Poppy Sweeting arrive pour le coup, comme on vous le disait plus haut dans cette vidéo, assez tardivement dans le jeu. Et peut-être même trop tardivement puisqu'il faudra véritablement en fait attendre les cours de soins en créatures magiques pour commencer à développer une véritable relation avec ce personnage. On sait que très rapidement, le personnage principal, sans identité connue, va se lier d'amitié avec la jeune sorcière qui va lui faire découvrir une partie de son univers et l'emmener à la rescousse de très nombreuses créatures magiques. Cette amitié va d'ailleurs débuter dans des circonstances qui se prêtent assez bien en effet à ce que les deux personnages puissent se trouver des points communs. En l'occurrence, on sait qu'à la fin d'un cours de soins en créatures magiques, deux abrutis finis d'élèves vont terroriser un flaireur. On sait que notre personnage va s'interposer pour prendre la défense et de Poppy Sweeting et du flaireur. À partir de ce moment-là, Poppy Sweeting, se sentant en confiance de manière immédiate, va présenter son hippogriffe, Elle Céleste, à son nouvel ami. Très rapidement, sans pour autant qu'elle n'évoque tout de suite son histoire familiale, preuve s'il en était besoin que c'est quand même une blessure tout de même assez profondément ancrée en elle, elle va se montrer particulièrement inquiète de la présence de plus en plus nombreuse de braconniers dans les environs de Poudlard et que personne ne semble vouloir vraiment agir contre eux. Il est vrai que nous pouvons constater durant nos explorations que de très nombreux braconniers se trouvent en effet tout autour de Poudlard et qu'ils ne sont pas là évidemment avec les meilleures volontés du monde. Compte tenu de son histoire personnelle, mais aussi de ses valeurs, il semble assez évident que Poppy Sweeting ne peut absolument pas se satisfaire de la présence de ces braconniers aux environs de Poudlard et se décide donc à agir là où les autorités du monde magique semblent attendre que tout leur tombe grosso modo un peu tout cuit dans les mains. Le problème, c'est que Poppy Sweeting, si elle a des intentions extraordinairement louables et fait preuve d'une volonté de faire, a tendance à quand même se lancer dans des entreprises pour le moins un peu risquées, voire très risquées. Elle va faire le choix, on le sait, de mener elle-même ses propres investigations pour tenter de comprendre ce qu'il se passe derrière cette espèce de surmobilisation des braconniers. Et il est vrai d'ailleurs que la plupart du temps, dans cette quête secondaire, c'est Poppy Sweeting qui fera en fait les découvertes presque les plus intéressantes, ou tout du moins la majorité d'entre elles, avant de nous appeler en renfort pour venir la soutenir lorsqu'il faut passer un peu à l'attaque et donc grosso modo rentrer dans l'action. C'est ainsi que durant plusieurs phases de jeu, nous allons attaquer tour à tour plusieurs quartiers généraux des braconniers et découvrir qu'en réalité, ils sont également associés à toute la petite bande de Ranrock et des sorciers qui ont fait le choix de le suivre. Évidemment, tout cela va donner pas mal de fil à retordre à nos deux amis qui vont quand même devoir se confronter à tout un tas de créatures, y compris à des dragons piégés par les braconniers qu'il faudra aller délivrer et auxquels en plus il faudra que nous rendions service en rapportant un œuf de dragon sous les explosions. Programme en soi très sympathique sur le papier. Dans ces phases où Poppy n'hésite jamais à se mettre en danger, on sent très clairement que c'est un véritable combat personnel qu'elle souhaite mener et qui a une importance à ses yeux qui dépasse un peu la compréhension de notre personnage durant un temps. On sait qu'à un moment donné, au cours de leur collaboration, les deux amis vont commencer à avoir quelques inquiétudes sur le fait que leurs actions peuvent avoir des répercussions, des conséquences plus larges que celles qui peuvent déjà les atteindre personnellement. En effet, très rapidement, on sait que sa grand-mère va être inquiétée et que sa maison va être visitée, bien que sa grand-mère n'ait eu à subir aucune attaque préjudiciable mettant en cause son intégrité physique. On sait que les cambrioleurs sont repartis avec certaines notes portant sur l'existence des vivets, notamment sur les vivets dorés. Évidemment, il était absolument hors de question pour Poppy Sweeting de laisser les braconniers s'emparer de ces créatures extraordinairement rares et donc forcément extraordinairement menacées. Et c'est ainsi que débute une nouvelle quête dans la quête secondaire qui mêlera les centaures et les Vollunes. Autant vous le dire tout de suite, toute cette séquence fait partie à notre sens des plus grandes réussites scénaristiques et graphiques du jeu vidéo. Tant par sa poésie que par sa beauté, par sa recherche, cette partie de la quête de Poppy Sweeting mêle une poésie narrative à des décors pour le coup qui sont franchement absolument
époustouflant. C'est durant cette partie du jeu que nous ferons plus ample connaissance d'ailleurs avec l'histoire du personnage de Poppy Sweeting que nous vous avons raconté au début de cette vidéo et que nous la verrons également se confronter avec beaucoup de délicatesse et une intelligence peu commune aux centaures, notamment Elec et Doran. Peu à peu, elle commencera à confier son histoire personnelle et ses traumatismes au personnage principal, ce qui lui permettra de mieux comprendre évidemment l'engagement sans faille qu'elle met dans son combat contre les braconniers. Au terme d'une quête aussi haletante que passionnante, bien qu'extrêmement dangereuse, Poppy Sweeting et son ami réussiront donc, vous le savez, à sauver les vivets dorés et à les placer sous la protection, on imagine, on ne peut plus efficace, des centaures. Malheureusement, c'est un peu ici que s'arrête le côté développement du personnage, puisque nous n'aurons quasiment plus aucune interaction avec Poppy Sweeting une fois la bataille contre les braconniers terminée. C'est un peu un regret, c'est un peu un goût d'inachevé quelque part, car nous aurions beaucoup aimé pouvoir en apprendre davantage et pouvoir continuer en fait à interagir avec elle. Encore une fois, c'est aussi un peu le problème et le système du jeu qui est très étriqué parfois, qui en est le grand responsable. Il est par exemple dommage que nous n'ayons pas pu entre guillemets, lui donner accès à notre salle par exemple sur demande et aux formidables vivariums qui sont aussi une des richesses du jeu. Cela aurait eu du sens ou elle aurait pu nous donner des conseils, etc. La seule chose que l'on sait a posteriori de la quête secondaire autour de son personnage, c'est qu'elle aura amené Poppy Sweeting à avoir la volonté de vivre peut-être un petit peu moins dans son monde et d'être peut-être aussi un peu plus ouverte sur ce qui l'entoure. Ce qui ne peut être évidemment qu'une amélioration pour elle, même si nous restons quand même encore une fois un peu sur notre fin, parce que on va dire que le développement de ce personnage a été très bon, mais sur la fin c'est un peu facile. Vous l'aurez compris, nous avons donc littéralement adoré ce personnage de Hogwarts Legacy à la richesse peu commune et dont la force de conviction est un exemple absolument incroyable. Nous regrettons vraiment simplement de ne pas avoir pu mesurer véritablement jusqu'à quel point elle aurait pu se confronter par exemple à ses parents dans le cadre des très nombreuses interactions que nous avons eues avec les braconniers, mais il faut reconnaître qu'il s'agit quand même tout de même d'une des meilleures réussites du jeu, même si effectivement on aurait pu aller quand même encore un petit peu plus loin. Le fait est dans tous les cas que nous avons véritablement adoré ce personnage, que c'est un personnage qui est très riche, qui a beaucoup de choses à apporter au récit. Enfin, franchement, si tous les personnages avaient été à ce niveau, ça aurait été vraiment quelque chose d'absolument super. On continuera à vous parler d'autres personnages de Hogwarts Legacy dans de prochaines vidéos, mais en tous les cas, on avait vraiment envie de vous parler d'elle parce que c'est vrai que c'est un personnage qui nous a beaucoup plu, qui a peut-être pas été aussi populaire que Sébastien Palot, etc. et tout, mais qui, mine de rien, apporte beaucoup de choses au récit et qui dit aussi beaucoup de choses sur l'univers du monde magique, sur la question des créatures magiques, sur la manière aussi dont le ministère de la Magie pouvait, on va dire, s'occuper des créatures. Enfin, il y avait vraiment tout un tas de choses et c'était pour nous très important de pouvoir aborder ce sujet. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser, évidemment, un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne si vous nous rejoignez. Ça nous fait toujours plaisir de voir que notre chaîne continue de grandir petit à petit et que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre nos contenus. Et n'hésitez pas évidemment à partager nos contenus au plus grand nombre pour qu'ils puissent découvrir à leur tour nos vidéos sur lesquelles nous passons quand même beaucoup de temps et que nous espérons évidemment être à la hauteur de vos attentes. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures et on reparlera de Hogwarts Legacy évidemment. À très bientôt.